Bonjour. Vous m'avez posé plusieurs questions à propos de l'invasion russe en Ukraine. Dans ces quelques minutes, je ne vais pouvoir répondre que de manière très succincte à deux de ces questions, celle portant sur l'origine du conflit et celle sur ce que l'on peut attendre des négociations qui viennent de commencer entre responsables russes et responsables ukrainiens. Mais avant de répondre à ces questions, je veux aborder un point qui n'est pas dans les questions qu'on m'a posées. Je veux attirer votre attention sur une exagération ou une erreur historique grossière qui a été faite dans de nombreux commentaires depuis une semaine. On nous répète, ou on nous a répété plusieurs fois, que c'est la première guerre en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Premier ministre du Canada a, semble-t-il, j'ai trouvé ça dans le Devoir de samedi, l'erreur elle est faite par lui ou par le journaliste qui rapporte mal ce qu'il a dit, il aurait dit que cette guerre abolit 75 ans de paix. Alors, il faudra donc rappeler que seulement en Europe, il y a eu une guerre civile très grave en Grèce entre 1945 et 1949, une intervention armée soviétique en Hongrie pour changer le gouvernement de ce pays en 1956, intervention qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui, et le démembrement de la Yougoslavie à partir de 1991 a entraîné toute une série de conflits armés très graves, dont en 1979, un conflit clairement interétatique, puisque les pays membres de l'OTAN ont envoyé leurs avions effectuer toute une série de bombardements sur le territoire de la Serbie, y compris sur la capitale Belgrade. Alors, si on sort de l'Europe, il y a eu une guerre très grave en Corée, une guerre très grave au Vietnam, il y a eu plusieurs guerres entre Israël et les pays voisins, plusieurs guerres entre l'Inde et le Pakistan, une guerre de 8 ans entre l'Irak et l'Iran dans les années 1980, deux guerres des États-Unis contre l'Irak en 1991 et en 2003. Je demande pardon à tous les peuples qui ont été victimes de guerre pendant cette période et que j'ai oublié dans cette liste qui est très loin d'être complète. Alors, tous ces conflits, ils sont spécifiques, ils n'ont pas tous la même explication, ils ne se sont pas tous déroulés de la même façon. Aucun d'entre eux n'était exactement semblable à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Mais c'était tous des guerres et ils peuvent être comparés entre eux, ce qui veut dire voir ce qu'ils ont en commun et ce en quoi ils diffèrent. Par exemple, juste un exemple, une des choses qui me frappe depuis 4 ou 5 jours, c'est que la brutalité de l'attaque militaire russe contre la ville de Kiev est évidemment beaucoup moins grande que la brutalité de l'attaque américaine contre la ville de Bagdad en 2003. Alors, je ne veux évidemment pas dire que ce qui s'est passé à Bagdad en 2003 justifie ou excuse partiellement ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais tous les commentateurs ou politiciens qui insistent sur le caractère exceptionnellement grave de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Il me semble que on devrait leur demander de lire un livre d'histoire élémentaire, avant de prétendre que c'est la chose la plus grave qui s'est produite depuis 75 ans, ou quelle que soit la référence chronologique qui est utilisée. Il y a ceux qui disent que c'est la guerre la plus grave en Europe, ceux qui disent que c'est la guerre la plus grave tout court, en oubliant que le reste du monde existe.
Donc les gens qui font des commentaires devraient s'informer et nous devrions faire passer ces exagérations par le filtre de notre esprit critique. Ça, c'est la première réaction que j'ai eue depuis une semaine. J'ai très souvent cette réaction quand il y a un nouveau conflit et il y a tout le temps des commentateurs qui viennent nous dire c'est la première fois que. C'est-à-dire c'est la première fois pour eux parce qu'ils ne connaissent pas du tout ce qui s'était passé avant. J'en viens maintenant aux deux questions qui m'ont été posées et que j'ai annoncées en commençant. Alors la première est sur les origines du conflit. Alors, les origines du conflit, c'est très compliqué. J'essaie de m'en tenir en quelques minutes aux choses qui sont les plus importantes à retenir. L'Ukraine, c'est très important pour la Russie. Et les enjeux, ce n'est pas tellement des enjeux de ressources naturelles, c'est plutôt une partie du territoire de l'Ukraine est effectivement très important pour la Russie, peut-être pas tout le territoire de l'Ukraine, et une partie des habitants de l'Ukraine. Il y a un phénomène de solidarité entre la population en Russie et une partie au moins de la population de l'Ukraine. Alors il faut bien comprendre que dans le nord-ouest de l'Ukraine, on a une région là qui n'a presque jamais fait partie de la Russie. Ils ont fait partie de la Pologne, ils ont fait partie de l'Autriche, quand ils étaient autrichiens, pendant tout le 19e siècle, on ne disait pas les Ukrainiens pour désigner les gens de cette région qui parlaient déjà l'ukrainien, on disait les Ruthènes. Et avant d'être en Autriche, ils avaient été polonais. En Pologne aussi, on distinguait entre les Polonais et les Ukrainiens, avec une différence de langue et une différence de religion. Tous étaient catholiques, mais il y avait des catholiques de rite grec dans le cas des Ukrainiens, puis des catholiques de rite latin dans le cas soit des Polonais, soit des Autrichiens. Et entre les deux guerres mondiales, ça fait encore partie de la Pologne, et ça ne fait partie de l'URSS, ou de ce qui est le nouveau nom de l'Empire russe. Ça ne fait partie de l'URSS qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1991. Ça n'est pas très long. Alors que tout ce qui est à l'est et au sud de l'Ukraine, de Kharkiv, la grande ville qui est attaquée maintenant, dont on nous parle, et puis la région du Donbass, et puis tout le sud jusqu'à Odessa, le long de la côte de la mer Noire, ça fait partie de l'Empire russe depuis le XVIIIe siècle. Et dans cette partie du territoire, la grande majorité des habitants sont russophones. Et depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, il y a eu de nombreuses élections dans ce pays, et on remarque presque toujours, avec l'exception de l'élection présidentielle de 2019, celle du président Zelensky, qui est assez exceptionnelle parmi les hommes politiques ukrainiens, parce qu'il correspond assez mal au clivage principal de cette société, où vous avez des hommes politiques, disons, pro-occidentaux, qui sont élus, qui ont la majorité dans tout le territoire qui est au nord et à l'ouest de Kiev, et vous avez des pro-russes qui sont majoritaires dans tout ce qui est l'est et le sud de l'Ukraine, ce qui correspond à ces deux régions historiques, je dirais l'Ukraine proprement dit et l'Ukraine russophone, qui ont des histoires différentes, qui ont des cultures différentes, qui ont des religions différentes aussi. Dans l'ouest de l'Ukraine, ce sont des catholiques uniates, donc des catholiques de rite grec, alors que dans l'est et dans le sud, ce sont plutôt des orthodoxes, quand les gens ont encore une tradition religieuse. Donc, ce territoire de l'est et du sud, c'est le plus important ça a été le plus important
pour la Russie pendant très longtemps, ça fait partie de la Russie, donc depuis le XVIIIe siècle, c'est là que se trouvent les grandes régions industrielles de l'Ukraine, dans la région du Donbass essentiellement, et c'est là que se trouve le port d'Odessa, qui a été le plus grand port de commerce de l'Empire russe jusqu'en 1914 et de l'URSS jusqu'en 1991, qui est devenu le plus grand port de commerce de l'Ukraine seulement depuis qu'il y a une Ukraine indépendante en 1991. Donc à partir de cette donnée à la fois géographique et historique, il est effectivement tentant pour la Russie d'annexer les régions de l'Est et du Sud, et on a le droit de désapprouver cette tentation. Et il était normal, je crois, que la Russie, les Russes, ne souhaitent pas que ces territoires peuplés de russophones, ayant fait partie de leur pays pendant très longtemps, qui a été séparé seulement en 1991, qu'ils souhaitent que ça ne devienne pas hostile, que ça ne soit pas contrôlé par un gouvernement hostile à la Russie. C'est pourquoi je crois que les dirigeants des pays occidentaux qui ont fait croire aux dirigeants ukrainiens que leur pays pourrait un jour adhérer à l'OTAN, et les dirigeants ukrainiens qui ont répété ça, le président Zelensky le disait encore récemment, que la sécurité de l'Ukraine ne serait assurée que lorsque l'Ukraine serait dans l'Alliance Atlantique. Alors, on peut comprendre cette préoccupation. Évidemment, si l'Ukraine était dans l'Alliance Atlantique, ça augmenterait la sécurité de l'Ukraine, peut-être, mais ça diminuerait la sécurité de la Russie. Et le caractère de provocation envers la Russie de ce type de déclaration est évidemment très sérieuse. Pas pour nous, si vous voulez, pour essayer de comprendre le point de vue des Russes dans cette affaire. Je ne dis pas approuver, je dis juste comprendre. Imaginons comment réagiraient les dirigeants politiques américains si tout d'un coup le gouvernement du Canada déclarait qu'il veut avoir une alliance militaire avec la Chine. Bon, évidemment, ça énerverait considérablement les dirigeants américains. Toutes les déclarations qui ont été faites depuis plus d'une dizaine d'années maintenant sur le caractère souhaitable de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, même si c'est une perspective à moyen terme, etc., c'est pas une menace immédiate, c'est évidemment quelque chose de très énervant pour les dirigeants russes. De nouveau, ça ne justifie pas leur politique, mais ça l'explique au moins en partie. Et c'est pourquoi je pense que les dirigeants occidentaux, qui ne sont pas responsables de l'invasion actuelle, sont responsables de la dégradation de la situation qui a conduit à l'invasion actuelle, à cause de l'effet de provocation sur les dirigeants à Moscou, et aussi à cause du fait que, et c'est très clair depuis 2014, quand il a été question pour la première fois d'une association entre l'Ukraine et l'Union européenne, que c'est ça qui a exacerbé l'opposition entre les deux populations en Ukraine, la population plutôt tournée vers l'Occident et la population russophone plutôt tournée vers la Russie. Il y a un conflit interne grave en Ukraine qui a été aggravé, je crois, de façon assez imprudente ou irresponsable par les dirigeants occidentaux. Donc la division de la population de l'Ukraine, l'importance qu'a eu pour la Russie et qu'elle pourrait avoir de nouveau pour la Russie les régions de l'Est et du Sud de l'Ukraine, et la menace que l'Ukraine dans son ensemble devienne un membre de l'Alliance Atlantique, c'est ça les composantes principales du conflit actuel que ça ne rendait pas ni justifié ni inévitable. La décision russe d'envahir, qui je l'avoue m'a surprise énormément. Mais c'est évidemment une part importante de l'explication. La deuxième question que vous m'avez posée, enfin il y en a plus que deux, mais c'est la deuxième que j'ai retenue parce qu'il y en avait trop pour que je puisse traiter l'ensemble, c'est qu'est-ce qui peut déboucher des négociations qui viennent de commencer entre les dirigeants russes et les dirigeants ukrainiens. Alors, à très court terme, je crois probablement rien.
ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et ça va dépendre de l'évolution de la situation sur le terrain. Est-ce que les Russes veulent vraiment prendre Kiev? Est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce qu'ils sont en train de menacer de le faire comme moyen de pression, mais ne le font pas vraiment? Jusqu'où va aller leur occupation du territoire dans l'Est et dans le Sud? Est-ce qu'ils voudront aller au-delà? Je ne sais pas tout ça. Et peut-être que les dirigeants russes eux-mêmes ne le savent pas. Ils vont voir comment la situation va tourner sur le terrain, qu'est-ce qui semble plus difficile ou moins difficile. Et négociation éventuelle va être influencée par tout cela et il n'y a aucun moyen de faire des prédictions là-dessus. Tous les gens qui prétendent qu'ils connaissent bien la stratégie des Russes et qui disent, vous voyez, pour l'instant ça ne marche pas comme ils voulaient que ça marche, moi ça m'étonne toujours beaucoup parce que je ne peux pas savoir quels étaient vraiment les calculs stratégiques des Russes. Où est-ce qu'ils espéraient être rendus au bout de 3 jours ou au bout de 4 jours de guerre. Mais à moyen terme, ça va se finir par une négociation. Les buts poursuivis par le gouvernement russe ne peuvent pas être atteints sans qu'il y ait à un moment ou à un autre une négociation avec des Ukrainiens. L'objectif, ça peut être la partition de l'Ukraine et l'annexion à la Russie de l'Est et du Sud. Et presque certainement, ça prend une négociation à un moment ou à un autre, même si c'est une négociation sous la contrainte dans laquelle on impose à un gouvernement ukrainien de céder une partie de son territoire. L'autre hypothèse, ou l'autre issue qui est, je crois, moins improbable que la partition pure et simple, c'est un peu ce que racontait Poutine depuis plusieurs années. Pas que ce qu'il veut, c'est une Ukraine très décentralisée, dans laquelle les régions russophones auraient beaucoup plus d'autonomie qu'elles n'en ont aujourd'hui, ce qui leur permettrait aussi de faire pression sur le gouvernement central pour que le gouvernement central ne puisse pas prendre cette décision auquel Poutine s'oppose de faire adhérer l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. Et ça aussi, ça va se terminer par une négociation, soit avec le dirigeant actuel, Zelensky, ce qui ne me semble pas complètement impossible. Cet homme n'est identifié au départ ni au camp complètement pro-occidental, ni au camp complètement pro-russe. Son élection en 2019 a montré un résultat très très différent d'habitude. C'est-à-dire qu'il y avait un candidat très nationaliste ukrainien qui n'était majoritaire que dans une petite région de l'Ouest. Il y avait un candidat pro-russe qui n'a eu la majorité que dans un tout petit territoire à l'Est. Et l'essentiel du territoire, c'est Zelensky qui était en tête presque partout, parce qu'il représentait en fait une solution plus ambiguë, moins alignée sur soit l'une soit l'autre des deux positions antagonistes à l'intérieur de l'Ukraine. Voilà, j'ai tendance à penser que cet homme, je ne sais pas du tout quel est son niveau, ni intellectuel, ni de valeur morale, ou de quoi que ce soit, je ne peux pas avoir de jugement là-dessus, mais la façon dont il a été élu, ce qu'il représente peut-être une demi-chance pour l'Ukraine, le représentait depuis son élection, et c'est malheureux que cette chance semble être détruite aujourd'hui, mais peut-être qu'elle n'est pas complètement détruite, ou peut-être qu'il y aura d'autres dirigeants mieux disposés envers la Russie, avec laquelle la Russie va être obligée de négocier à un moment ou à un autre. Et je crois, et je voudrais terminer là-dessus, que ce résultat négocié, quel qu'il soit, résultat négocié qui évidemment sera vu par beaucoup d'Ukrainiens comme une défaite, que ce résultat, il vaut mieux qu'il ait lieu plus tôt que plus tard. Ce qui me fait le plus peur dans la situation actuelle, c'est l'idée qu'il y ait des gens dans les pays occidentaux, probablement à Washington notamment, c'est là que que ça risque le plus d'apparaître, de gens qui se disent on va faire avec l'Ukraine ce qu'on a fait avec l'Afghanistan. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? L'Union soviétique envahit l'Afghanistan à la fin des années 70 et ensuite, tout le long des années 80, les Occidentaux
principalement les Américains, avec l'aide des Pakistanais et des Saoudiens, vont armer des combattants en Afghanistan contre les Soviétiques. Et puis ça a contribué à l'épuisement de l'Union soviétique. Ce n'est pas la seule cause de la fin de l'URSS, mais ça y a contribué de façon importante. Puis quand l'URSS a disparu, les Occidentaux se sont désintéressés des Afghans, n'avaient plus besoin d'eux, et l'Afghanistan continue jusqu'à aujourd'hui à subir les conséquences de ce conflit et de la façon dont les Afghans ont été exploités par les Occidentaux dans les années 1980. De la même façon, il pourrait y avoir des gens qui se disent aujourd'hui en Occident la Russie est dangereuse, danger que je crois on exagère. La Russie est dangereuse pour l'Ukraine, elle n'est pas très dangereuse pour le reste du monde. Et donc on va utiliser l'Ukraine et le conflit en Ukraine, on va envoyer des armes aux Ukrainiens, ils vont faire de la guérilla contre les Russes vont rester coincés là-dedans, ça va contribuer à affaiblir la Russie. Effectivement, ça peut avoir cet effet-là. Je pense que ça serait abominable. Ça serait abominable et pour les Ukrainiens et pour les Russes. Ça ferait le malheur des deux peuples. Donc je pense que plutôt que de comparer l'Ukraine à l'Afghanistan, j'espère qu'on n'aura pas à comparer l'Ukraine à l'Afghanistan dans quelques années. Je crois que c'est plus éclairant de le comparer à deux interventions qui ont eu lieu de la part de l'Union soviétique. Ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique qui est intervenue en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968. Dans les deux cas, le but était de changer le gouvernement, la politique et éventuellement le gouvernement du pays. Les Hongrois se sont battus, ils ont été vaincus et le gouvernement a été changé par les Soviétiques. En Tchécoslovaquie, les Tchécoslovaques ne se sont pas battus. Ils ont essayé de résister politiquement. Ils ont essayé de résister politiquement en faisant de la désobéissance civile, en faisant de la propagande, notamment auprès des soldats soviétiques, pas tous russes, mais il y avait des Ukrainiens parmi eux, évidemment, qui occupaient leur pays. Le gouvernement tchécoslovaque a survécu très péniblement pendant plusieurs mois. Il a fini par être renversé par les Soviétiques. Les Tchécoslovaques ont perdu la lutte politique, comme les Hongrois ont perdu la lutte armée. Mais, bon, ça a fait moins de victimes et moins de souffrances en Tchécoslovaquie, et ça a été une défaite moins rapide. Et si on compare la Tchécoslovaquie de 1968 avec l'Ukraine d'aujourd'hui, les perspectives de réussite par une lutte politique en Ukraine sont aujourd'hui bien meilleures qu'en Tchécoslovaquie en 1968. Parce que les Ukrainiens, c'est un pays qui est 2 fois plus peuplé que la Tchécoslovaquie à l'époque. La Russie est un pays 2 fois moins peuplé que l'était l'URSS, et beaucoup moins puissante que l'était l'URSS en 1968. Et surtout parce que le régime politique de la Russie d'aujourd'hui, la société russe est beaucoup plus ouverte que l'était la société soviétique, et le pouvoir politique est beaucoup moins oppressif. On peut penser tout le mal qu'on veut de Poutine, mais évidemment c'est une dictature beaucoup moins rigide que l'était, beaucoup moins efficace que l'était le régime soviétique en 1968. En 1968, il y a eu des Russes à Moscou qui ont manifesté pour protester contre l'occupation de la Tchécoslovaquie. Leur manifestation a duré quelques minutes et ils ont été arrêtés par la police, ils ont tous disparu. On n'a jamais su exactement qui ils étaient. Ils n'ont pas dû être tués. En 1968, en Russie, en Union soviétique, on ne fait plus ça, mais ils ont dû perdre leur emploi, ils ont dû avoir des gros ennuis, par ailleurs. Mais ça a été terminé. Alors que nous avons vu la semaine dernière qu'il y a eu d'assez nombreuses manifestations en Russie de protestation contre l'invasion de l'Ukraine. Et je crois que ces manifestations sont la meilleure chance des Ukrainiens aujourd'hui. Pas que le moyen pour les Ukrainiens de résister à l'occupation russe en jouant là-dessus, en faisant de la désobéissance civile, en faisant de la propagande, y compris en Russie. Les proximités culturelles et linguistiques entre les deux peuples est extrêmement proche, que les Ukrainiens ont la possibilité de préserver
une partie de leur indépendance, de sauver une partie de leur indépendance ou de leur liberté. Ça prendra quelques semaines ou quelques mois, peut-être quelques années, mais leurs chances sont assez bonnes d'arriver à cela. Alors que la poursuite de la lutte armée, ils vont continuer à perdre et c'est tout. Et les souffrances peuvent être très, très importantes. Ça se termine en bataille urbaine dans les grandes villes, etc. Ça va être terrible. Et la possibilité que les Russes pro-ukrainiens ou les Russes qui désirent soutenir aujourd'hui la liberté des Ukrainiens, ça sera beaucoup plus difficile pour eux si le conflit est plus violent. Je crois que il ne faut pas pousser les Ukrainiens aujourd'hui à faire le choix des Hongrois de 56, il vaut mieux les encourager à faire le choix des Tchécoslovaques de 68, et leurs chances de réussite sont bien meilleures que celles des Tchécoslovaques de 68. Alors, je n'ai pas de conseil à donner aux Ukrainiens. Ce n'est pas moi qui vais décider, leur dire quelle est la meilleure stratégie pour vous. Mais le gouvernement du Canada a une influence assez grande en Ukraine. Depuis 1991, le Canada, l'aide du Canada à l'Ukraine a été assez importante. Et pour nous, citoyens canadiens, je pense la plupart de ceux qui m'écoutent, et moi-même, ce que nous pouvons faire, c'est conseiller à notre gouvernement. Pas tellement d'envoyer des armes en Ukraine, je ne crois pas que ça serve à grand-chose. Pas tellement de faire des sanctions économiques contre la Russie, ça n'aura d'effet qu'à long terme, et si elles sont vraiment efficaces, elles vont nuire aux Ukrainiens autant qu'aux Russes dans la population. Peut-être ce qu'on pourrait faire de mieux, c'est demander aux Ukrainiens comment on peut les aider à organiser une résistance politique contre l'occupation de leur pays par l'armée russe, par la désobéissance civile, par la propagande auprès des soldats, par la propagande auprès de la population en Russie. Presque certainement, les chances des Ukrainiens d'arriver à quelque chose, à sauver ce qui peut être sauvé dans la situation terrible où ils sont aujourd'hui, leurs chances sont meilleures de cette façon-là. Et les pays extérieurs qui ont commis l'erreur de leur faire croire qu'ils pourraient entrer dans l'Alliance Atlantique, alors qu'en fait ça a seulement diminué leur sécurité, un pays comme le Canada devrait faire un effort pour ne pas donner des conseils trop simplistes aux Ukrainiens et de ne pas faire croire que les méthodes de lutter contre une invasion armée, c'est obligatoirement d'envoyer des armes à ceux qui se défendent ou de faire des sanctions économiques contre l'agresseur. Il y a des méthodes de lutte politique qui peuvent être beaucoup plus astucieuses et dans ce cas-là, plus efficaces ou moins inefficaces. Bien sûr, ça n'a pas de garantie d'efficacité. Voilà, je vous remercie de votre attention.